Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Pour vous, les fêtes de Noël, c'est un grand cirque dans tous les sens du terme. Vous vivez en permanence avec un maquillage que vous allez exceptionnellement faire disparaître pendant 1 heure, le temps d'un tour de piste sur Sud Radio. Bonjour Louis Burlet, ou plutôt bonjour le clown Bobos. Bonjour Jacques, bonjour. C'est vrai que les périodes de Noël, les clowns, le cirque, on s'est dit c'est l'occasion d'évoquer votre parcours, surtout qu'il y a un livre qui est sorti, Au commencement était le clown, édition Domino, qui est un peu votre vie, celle du cirque. Donc on va pendant 1 heure parler de vous, du cirque et des clowns. Merci, merci de nous accueillir, d'accueillir le cirque, nous accueillir donc. Exactement. Les gens de cirque, au travers de ma personne. Voilà, exactement. Alors, il y a 4 dates. La première, c'est le 6 octobre 63, car ce sont vos débuts au cirque avec un numéro de jongleur, je crois. Jongleur sur monocycle. Oui. Oui. Alors, c'était pas dans un cirque, hein, c'est dans une salle sous un magnifique cinéma qui existe toujours à Lyon et qui recevait des goûters d'enfants. Donc, c'est là que j'ai débuté. J'avais beaucoup de trac et je suis resté 1 semaine au lit après. Ah bon? Ah oui, j'étais cassé. Vous avez quel âge? 63 à 45, vous voyez, ça faisait pas beaucoup, quoi. J'étais un jeune homme, voilà. Vraiment. Alors, vous êtes né sur la paille, presque comme Jésus. Oui, quelque peu, oui. C'est-à-dire que j'ai une naissance un peu particulière. Je suis né dans une voiture en plein hiver, le 10 février 1945, dans une voiture décapotable qui n'avait pas de chauffeur, de chauffage. J'avais un chauffeur, mais il n'y avait pas de chauffage. Et donc, je suis né pendant le parcours qui emmenait ma maman, donc, de mes yeux près de Lyon, qui est devenu un arrondissement de Lyon, en fait, au Carreau, ça s'appelle le Carreau, oui, c'est marrant. Ça s'appelle toujours le Carreau, ce quartier. Et au passage à niveau de Dessines, qui se situe à l'entrée de Lyon, là, de ce côté-là, et boum, une secousse un peu trop importante m'a fait arriver donc précipitamment dans la voiture. Et je suis arrivé dans les bras de ma maman à l'hôpital emmailloté dans une partie de ses vêtements, quoi, et de mon père. Et il y avait de la paille par terre. Donc... Il y avait de la paille, et puis on m'a mis sous couveuse pendant 1 semaine, il paraît. Alors, ça m'a donné, paraît-il, une voix particulière toute mon enfance, qui était un peu forte, et qui varie. Vous voyez, aujourd'hui, là, je viens vers vous, et il faisait un petit peu frais dehors, j'ai eu beau me couvrir bien la gorge, j'ai un petit voile sur la voix qui se fait. Voilà. Alors, vous avez grandi, je crois, clown Bobos, dans une famille d'artistes forains, c'est-à-dire que c'était des fêtes foraines en permanence. Oui, alors nous étions des forains qui se déplaçaient d'une semaine à l'autre dans un petit village, tous les petits villages environnant Lyon. Et on y faisait des fêtes foraines. Donc on avait un tir à la carabine, on avait des balançoires que j'ai tenus enfant. Je ne savais pas encore bien écrire ni lire, mais je savais compter déjà. Pour rendre la monnaie aux mamans qui amenaient leurs enfants pour faire un tour de balançoire. Et puis, nous avions aussi la loterie. On a eu fait des loteries. Alors, à l'époque, les lots étaient fabrication maison, par exemple. On a acheté mes parents achetaient des baigneurs nus. Et ma soeur et ma maman fabriquaient les robes, en tulle pour habiller ces poupées qui se retrouvaient à l'époque non pas au-dessus des téléviseurs, mais au-dessus des postes de radio, bien souvent. Voilà. Voilà. Alors, il se trouve que la fête foraine d'aujourd'hui ressemble un petit peu à ces fêtes foraines d'antan. Elles n'ont guère changé. Oh, les fêtes foraines ont guère changé. Mais par contre, la lumière a bougé. C'est la lumière qui est formidable dans les fêtes foraines maintenant. À notre époque, c'était des lampions, quelques lampions, des lampes montées en série en 110 volts, je me rappelle, parce que on en parlait beaucoup. J'étais enfant, mais j'ai été tout de suite baigné dans le monde de l'électricité, si vous voulez, hein, et du montage du matériel. C'est pour ça qu'après, quand est arrivé le moment de me diriger vers le cirque, ça me faisait pas peur d'avoir au lieu de toucher des montants en bois qu'on assemblait pour faire une baraque foraine,
eh bien, c'était du matériel métallique pour soutenir la toile. Vous voyez. Voilà. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait la barbe à papa qui existe depuis simplement le 20e siècle. Ça a commencé en 1904. Avant, c'était l'odeur de la noix de coco, je crois. Ouais, mais j'étais surtout consommateur. J'étais pas tellement en connaissance par rapport à la fabrication. Alors, il faut savoir aussi que la fête foraine est inscrite il faut savoir aussi que la fête foraine est inscrite depuis 2017 à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Tant mieux si ça peut la préserver encore longtemps, parce que c'est indispensable pour les villages, pour les villes. Il faut que l'on garde notre patrimoine. C'est fait partie de notre patrimoine culturel. Oui, mais en même temps, il y a encore des fêtes foraines en France un peu partout. Il y a eu pendant des années un Luna Park à Paris qui était à Porte-Maillot, mais c'est de plus en plus rare. Ah oui, bien sûr, bien sûr. À cause du manque d'emplacement. Et puis, quand il y a des emplacements, on les bitume, et puis ou on les pave, et puis on nous demande de ne pas les occuper, pas les abîmer. Alors, Clown Bobos, il y avait aussi à l'époque une ambiance musicale avec des airs comme celui-ci. Perle de cristal. Perle de cristal. Ça a marqué votre enfance, ça? Ah, absolument, absolument. Moi, je m'endormais quasiment tous les soirs de la fête sur des airs d'accordéon, quasiment. Mais il faut savoir, parce qu'on ne le sait pas toujours, que Yvette Horner l'a joué, tous les accordéonistes l'ont joué, mais c'est une mélodie qui a été déposée à la SACEM le 26 novembre 1898 par un certain Georges quelque chose, dont on a oublié le nom. C'est étonnant, hein, c'est une mélodie du 19e siècle. Ouais, ouais. Alors, on écoutait aussi Piaf, Annie Cordy. Il y avait des pick-up à l'époque. Pardon ? Il y avait des pick-up à l'époque. Ah oui, les pick-up. Ah oui, on en avait des pick-up avec des gros. On n'appelait pas ça des enceintes, on appelait ça des haut-parleurs. Oui. Hein ? Et puis il y avait les autotamponneuses déjà. Ah oui. Alors là, pendant mon enfance, les autotamponnantes ont explosé, si je puis dire. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de forains, voyant le succès que ces autotamponnantes avaient, transformaient leur manège pendant l'hiver en, par exemple, les chenilles. Ils prenaient les sujets des chemises, du moins les bateaux, et ils les transformaient en voitures. Ils achetaient des pièces. Et parce que les producteurs d'autotamponantes n'arrivaient pas à suivre. Il y avait des manèges d'autotamponantes qui tournaient avec 2-3 voitures, pas plus. Et puis progressivement, ça s'est amélioré parce qu'il y a eu des accidents aussi avec des autotamponnantes, des voitures qui étaient mal protégées, quoi. Oui, en fait, elles sont apparues apparemment sur le marché à la fin des années 20, et c'est un certain Gaston Reverchon, absolument, qui a fait les montagnes russes, qui a créé ça, et que ça a soutenu la vente de voitures qui était encore balbutiante. Ah oui. Alors, il y avait le bal du samedi soir aussi, avec une charrette à foin. Eh oui, c'était beaucoup plus simple que maintenant. Les charrettes, les charrues, pas les charrues, les charrettes à foin, comme vous dites, à l'ancienne, là, avec les bras inclinés au debout, eh bien, servaient pour accueillir l'orchestre. Et devant, au lieu d'y mettre une toile banale, on mettait des branchages, de la feuillure, pour habiller ça, puis une petite guirlande de rien du tout au-dessus, et ça suffisait, hein, et allez, hardi. Voilà, c'était de l'artisanat. Alors le problème, c'était l'hiver, parce que les fêtes foraines, ça n'existait pas, et là, on se débrouillait, on travaillait. Alors, l'hiver, on faisait autre chose. Les forains retapaient le matériel quand ils avaient la possibilité de le faire de façon abritée, et puis d'autres, eh bien, faisaient un autre commerce, si je puis dire. Chez nous, mes parents ont même fait de poisson, parce qu'ils partaient avec la charrette et le poisson. Ils allaient de maison en maison proposer du poisson comme ça. C'est fou, quoi. On pourrait pas imaginer maintenant. En plus des marchés, mais en campagne, il n'y avait pas toujours. Le marché était dans le village. Bien sûr. Et dans les petits bourgs environnants, les hameaux, ils passaient avec le poisson, avec la glace. On achetait des pains de glace et hop. Voilà, pour que le poisson reste frais. Et puis vous faisiez aussi, enfant, des spectacles de marionnettes dans les entreprises. Alors ça, c'est la spécialité de ma grand-mère. Ma grand-mère elle le disait souvent, je suis né sur la paillasse à Guignol.
Et donc, elle avait travaillé, à Lyon, avec Jean-Guy Mourguet, donc le créateur des marionnettes lyonnaises, Oui. près du passage de l'Argue. Oui. Ouais, parce que je connais bien Lyon, parce que c'est mon enfance. Lyon. Voilà. Mais, et donc, les marionnettes, c'était les marionnettes traditionnelles de l'époque. Ah ben oui. Et puis, il y avait même... je crois qu'il existe toujours un théâtre à Lyon, dans la Oui. rue des Basses-Brais, et qui faisait de la marionnette pour adultes avec des textes politisés. Donc, ouais, on allait un peu plus loin que du Guignol, marchand de coups de bâton, la Madelon, Guignol, Niafron. Et j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, une personnalité à la télévision dire que Niafron était je ne sais quoi. Elle ne savait pas que Niafron, en fait, c'est un cordonnier. Oui. Et un Niaf, c'est un cordonnier. Et j'avais fait un début de chanson, du reste, qui dit je suis un cousin de Guignol et de Niafron, le savetier, tête de bois et tête de vol, né entre Rhône et Beaujolais. Vous voyez, Voilà. Mais je vais la finir, cette chanson. Oui, mais vous avez fait d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 21 mai 1959. À tout de suite sur Sud Radio avec le clown Bobos. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, le clown Bobos, clown du cirque qui publie ses souvenirs. Au commencement était le clown aux éditions Domino. Et puis ça permet de parler en ces fêtes de Noël de votre parcours. Et le 21 mai 1959, c'est la naissance officielle d'un cirque que vous avez bien connu, le cirque Spirou. Ah oui. Oui. Car le journal Spirou avait son cirque. Absolument. Et sous l'égide d'un personnage merveilleux que j'ai eu le bonheur de connaître, très, très intimement, Jean Nohain. Oui. Oui, j'ai eu cette chance-là, j'étais un gamin et pour lui. Mais bon, et donc Jean Nohain et Gilbert Richard au début. Gilbert Richard qui vit à Cannes encore. Oui, et qui nous écoute régulièrement Et sur oui, Sud Radio. Et que j'apprécie énormément, qui m'a donné aussi beaucoup de possibilités de m'exprimer dans mon métier. Alors il faut savoir que le cirque Spirou, au départ, c'était pas un cirque, c'est une scène de variété, un chapiteau rectangulaire, et il y avait des attractions de music-hall et des clowns. Absolument, absolument. Tous les plus grands clowns de l'époque sont passés par le cirque Spirou. Et puis des chanteurs vedettes de l'époque. Et c'était un chapiteau qui contenait, bon an valant, à 500 personnes, quoi. Voilà, et qui tournait tout l'été dans toute la France. Alors, les premières années, ils ont tourné un peu dans la région parisienne. On pouvait tourner un peu dans les quartiers. Ils tournaient dans les quartiers dans le courant juin. Et puis ensuite, ils partaient sur les côtes pour faire... Vendée, Bretagne, voilà, et aller-retour. Comme ça, ils avaient la clientèle du mois de juillet et la clientèle du mois d'août. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore quelques clubs Tintin et puis quelques clubs Mickey sur les plages, mais que le soit le cirque Spirou, le cirque Tintin ou le cirque Pif qui a existé, c'est totalement terminé. Ah, ces cirques-là, oui, absolument. Il n'y a plus de sponsors pour suivre un petit cirque, disons, mais de qualité. Vous avez eu comme clown, puisqu'on va parler clown, ils ont eu les Fratellini, ils ont eu Alex et Francini, ils ont eu Achille Zavata, Bocky Rondel, On va les Barrios. On va en parler de tous ces gens-là, mais il faut savoir que sur ce cirque, il y avait également un imitateur qui était plutôt un ventriloque, qui était Jacques Courtois. Jacques Courtois, mais j'ai vu. Alors Jacques vit toujours. Oui, à 93 ans, il a un musical en Thaïlande. Oui, il est en Thaïlande. Et j'ai même fait une télévision pour lui, parce qu'à un moment, il a fait son émission de télévision qui était sur la Tour Eiffel, tout près d'ici. Et j'avais eu le bonheur qu'il m'invite, bien sûr. Et j'ai fait deux saisons avec le cirque Spirou. J'ai fait 1969 et 1971. Il faut savoir que Jean Nohain, c'était le pionnier de la radio et de la télévision. Et en plus, l'été, il faisait sa tournée de cirque pour voir les enfants qu'il adorait. Il adorait les gens en général. Et il avait une popularité extraordinaire. Quand il était sur les plages et qu'il faisait les jeux sur le podium devant le cirque l'après-midi, et un radio-crochet, mais c'était la folie. Les gens venaient lui faire des dédicaces, venaient le saluer. Il était toujours disponible. C'est invraisemblable, quoi. Et à l'époque, vous faisiez, Clown Bobos, un numéro avec Sandra, et vous étiez Bossa et Sandra.
Voilà, Qu'est-ce que absolument. c'était? Alors, j'étais jongleur, uniquement jongleur. Et oui, ce qui avait plu à Jean Lein dans mon numéro, c'est que je jonglais avec des balles de ping-pong avec la bouche. Oui. C'était une originalité c'est très peu vu à l'époque. On était peut-être 3-4 jongleurs sur l'Europe, hein, et peut-être sur le monde à le faire. Et donc, ça lui avait botté. Oh, mon petit boss, ça formidable, le ping-pong avec la bouche. Vous voyez, c'était, voilà. Et c'est lui qui m'a imposé, en 71, à son nouvel associé pour la tournée. Parce qu'entre-temps, il s'était un peu fâché avec Gilbert Richard. Oui. Et donc, il avait eu besoin de s'associer à un autre présentateur, qui n'était autre que Roger Lanzac, et qui ne me connaissait pas, puisque je n'avais jamais fait la piste aux étoiles, il n'avait jamais entendu parler de moi. Et oui. Alors, pour faire plaisir à M. Noin, eh bien, il m'a pris. Et il y a eu plein d'aventures dans cette tournée. Et une aventure qui a fait que le lendemain de cette aventure, la création d'un nouveau numéro que j'avais promis à Jean Lein et que j'avais pas eu le temps de bien préparer, qui était un numéro d'assiette comique. Et quand je suis arrivé dans la tournée, je les avais à zéro, comme on dit. J'avais plus les Barrios qui étaient des copains. Je me sentais moins bien parce que c'était Boquier-Randel, les clowns, et que je connaissais pas tout à fait bien. Après, c'est devenu de grands amis, mais au départ, bon. Et puis, il y avait Roger Lanzac. Alors, Roger Lanzac, ça me faisait très peur. Et je me suis un peu dégonflé, c'est le cas de le dire, de faire ce numéro en comique. Donc, j'ai débuté ce numéro, puisqu'il fallait 2 numéros dans la tournée. Le numéro de jongleur que je faisais avec les balles de ping-pong, les massues, les chapeaux, les balles. Et puis, un autre numéro que j'avais annoncé, d'assiette. Et comment on devient un clown ensuite? Parce qu'on est jongleur, comment on devient le clown Bobos? Déjà, je ne suis pas un clown. Déjà, je tiens à le préciser pour le public. Un clown, c'est le personnage blanc qui est dans un costume de paillettes, complètement, avec vraiment un costume qui s'appelle un sac, du reste. Hein. C'est très bizarre, qui est très brillant, très majestueux, qui est le meneur de jeu, c'est l'autorité. Oui. Et moi, je suis un Auguste. L'Auguste, c'est celui qui fait rire. Alors, néanmoins, j'essaye de vous amuser, là. Oui, mais comment avez-vous commencé en passant du Alors, jonglage? comment ça a commencé? Eh bien, j'avais signé... enfin, j'avais eu une promesse d'une série d'arbres de Noël sur Bordeaux. Et un mois avant, désistement total. Le gars me dit, non, c'est-à-dire que je ne peux pas vous prendre, je ne peux pas descendre, comme c'était prévu, j'ai pas les galas qu'il fallait. Voilà. Et je me retrouve donc sans aucun gala à un mois de Noël. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remonte d'Ardard sur Paris voir les agents artistiques, parce que les agents artistiques nous recevaient un jour par semaine. Il y avait 3-4 agences importantes dans Paris qui nous recevaient le mercredi ou le mardi. Et je vais les voir, et il n'avait rien. Pour un jongleur, il n'y avait rien pour les arbres de Noël, tout a été traité. Et une agence me dit, écoutez, c'est dommage que vous ne faites pas le clown, parce que si vous aviez fait le clown, j'ai un clown qui s'est blessé en bricolant, et il ne pourra pas faire les galas. J'ai 5-6 galas qui me restent sur les bras. Je dis, mais si, je fais le clown. Ouais, et j'ai toujours osé. Et elle me dit, vraiment? Je dis, oui, vous inquiétez pas. Et je me suis vendu comme clown. Donc, en un mois, je me suis trouvé un costume, je me suis trouvé un maquillage, j'ai rassemblé quelques petits sketchs qu'on appelle des reprises, mais qui sont toujours efficaces. C'est des petites choses qui viennent entre 2 numéros dans les cirques. Ça s'appelle une reprise du spectacle et qui a un début, une fin, et rapide, courte. Et donc, c'est des sketchs qui sont mis bout à bout, ça peut faire monter la sauce. Alors, je me suis fait un costume, je me suis cherché un maquillage, voilà, et c'était pas encore... mais c'était une approche parce qu'on tout de suite on se trouve en fait quelque part. Hein. Mais alors finalement, les clowns, finalement, c'est quelque chose de très important. C'est un personnage qu'on doit créer à chaque fois, que ce soit l'Auguste ou que ce soit... C'est-à-dire que personnellement, j'ai endossé des dizaines de personnages. J'ai été cuisinier dans mes sketchs.
je suis indien. Parce que je tire bien à l'arc, alors j'ai monté un sketch qui est une sorte de cartoon en indien. J'ai joué un rôle de western, de broussard qui part faire un safari photo. Plein de personnages comme ça que j'ai endossés. Parfois parce qu'on me l'a demandé pour certaines émissions particulières, soit parce que c'était un plaisir pour moi d'avoir des approches différentes. Alors quand l'île aux enfants est arrivée... Comme ça, on va en parler tout à l'heure. Voilà, mais ça m'a permis encore d'en développer d'autres. Mais le clown est une tradition qui existe depuis des décennies, et à Noël, c'est vraiment quelque chose d'important. Eh ben oui, mais de moins en moins maintenant, parce qu'il y a de moins en moins d'arbres de Noël. Et puis avec la pandémie, là, en ce moment, beaucoup de choses sont annulées. Bien sûr, mais en général, le clown, c'est une tradition qui, à Noël, est incontournable. C'est le Père Noël et le clown. Et les clowns. Et donc, les tournées de cirque à Noël font partie d'une tradition ancestrale. Quasiment depuis des années, à Noël, pour égayer le spectacle, on fait appel à des clowns. Pourquoi ? Parce que les clowns, en principe, font des numéros qui sont d'une part visuels et pas toujours. Des fois, il y en a qui ont mal compris le personnage qu'ils incarnaient, mais en principe, c'est toujours de bon goût. Et c'est toujours des situations que les gens rencontrent dans la vie courante et que les clowns se font un plaisir de détourner pour en faire une situation amusante. Voilà. Et pourquoi Bobos ? Ah, pourquoi Bobos ? Ben parce que quand j'ai commencé comme jongleur, j'ai cherché un nom qui se retienne bien. Parce que j'espérais bien faire une carrière large et diverse, ce que j'ai réussi à faire. Et donc, j'ai cherché un nom court. Et un artiste, un ancien artiste me dit, de toute façon, faut prendre un nom court, parce que plus il est court, plus il est en gros sur l'affiche. Parce qu'à l'époque, on affichait même les visuels pour annoncer les spectacles. Alors, exemple Sim, vous voyez, Sim, c'était 3 lettres, formidable. 3 lettres. Seulement, ce que je me suis aperçu par la suite, c'est que Sim, les gens, comme ça s'écrivait en 3 lettres, ils faisaient une écriture très fine. Alors, donc, ça se voyait moins encore. Mais, donc, j'ai cherché. Et c'était l'époque de la bossa nova. Alors, j'ai pris bossa. Je savais pas que c'était féminin, bossa, par contre. Ouais. Voilà. Et ensuite, Bobos. Alors, de là, les copains m'appelaient, au lieu de dire bossa, hey, boss. Et quand j'ai fait le clown, pourquoi pas Bobos ? Et ben voilà. Et il s'est passé ensuite d'autres choses avec Bobos. On en parle avec une autre date, le 18 octobre 1976. À tout de suite sur Sud Radio avec le clown Bobos. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, le clown Bobos. En cette période de Noël, je ne pouvais pas ne pas vous recevoir. Il y a au commencement été le clown qui sort aux éditions Domino. Et puis il y a une date importante, le 18 octobre 1976, vos débuts dans cette émission. Et oui, vous avez marqué une génération car vous êtes dans l'île aux enfants avec Casimir, clown Bobos. Eh oui, j'ai eu cette chance, j'ai eu ce bonheur. C'est fantastique. Vous savez, quand j'étais gamin, je faisais plein de rêves. Je suis un fou de cinéma, j'allais tout le temps au cinéma, je suis une anthologie du cinéma, quelque part, pour une certaine période. Après, quand j'ai été trop dans la vie active, j'ai pris un peu de distance, mais... Mais comment vous êtes arrivé dans l'île aux enfants ? Alors, il se trouve que j'ai fait quelques émissions, jongleur, assiette, jongleur et numéro d'assiette, pour 1, 2, 3 en piste. Oui, une émission qui passait le jeudi après-midi à la télévision, quand le jeudi était le jour de congé. Absolument. Et le réalisateur n'était autre que un personnage extraordinaire, et que... Christophe Izard. Christophe, oui. Non, pas Christophe Izard. Non, Christophe Izard, c'est l'île aux enfants. Oui. Non. Il s'agit... Écoutez, je perds la mémoire, là. Pas grave. Je perds la boule. Non, c'est Lucien Gavinet. Faut pas que je perde mon ami. Alors, on va reprendre la phrase. Ah oui, Lucien. Alors, Lucien, je fais
2 émissions, puisqu'on enregistrait deux émissions par jour. Donc je fais une émission le matin avec un numéro, l'après-midi je fais les assiettes, je ne sais plus. Et il avait en vedette les Barrios. Donc je me retrouve à côtoyer les Barrios, là, déjà. Et que j'avais déjà côtoyé en 69 avec Spirou. Parce que ça, c'est en 71, je crois, 1, 2, 3 en piste. Oui. Et là, Lucien, il se trouve qui était un personnage extraordinaire, un gueulard sur le plateau, génial, le cœur sur la main, et était fils de forain, lui aussi. Donc ça a créé un contact fort sympathique. Et entre-temps, il me prend la folie, en 73, après avoir fait la piste d'or avec Roger Lanzac, je me retrouve à vouloir monter un cirque. J'achète une toile, modeste, d'occasion, j'achète un peu de matériel, et je pars avec cette tournée, qui a capoté au bout de 15 jours. J'avais emporté avec moi beaucoup de copains qui n'ont pas compris ce que je voulais faire. Non, peu importe. Peu importe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé vraiment... à la rue. À la rue. Avec du matériel que j'ai abandonné chez des amis, et pas de contrat quasiment. Et je passe par Tours, où se tournait sur le Parc Expo, sous un chapiteau de Jean Richard, un feuilleton, Les Zingari, qui a été diffusé pendant des mois à la télé. Et Les Zingari, c'était la vie romancée des Bouglione. Donc, je m'arrête voir des copains qui étaient autour de ce chapiteau pour pouvoir stationner aussi avec ma caravane, parce que je ne savais pas où aller. Et les copains me disent, bon, bah écoute, tous les jours, on a besoin de figurants dans les places, dans les gradins, tu vas te faire inscrire, et c'est bon. Alors, je me fais inscrire, et c'est bon. Entre-temps, mes copains de cirque, qui sont d'autres que Diana Moreno et Rex Borman, partent, eux, faire 1, 2, 3 en piste à Paris, et reviennent, me disent rien, et dans la semaine, je reçois un coup de téléphone à la production. On me dit, monsieur, est-ce que vous pouvez aller au bureau de la production, on vous demande. Ah bon? Je fonce au bureau de la production, et j'entends, allô, alors? Non, quand on est dans la merde, on ne peut pas appeler son copain? Hein? Non, mais alors, quand ça va pas, tu peux pas appeler? C'était Lucien. Et il me dit, bon, alors la semaine prochaine, j'enregistre 2 émissions, tu discutes pas le prix, tu viens, je te prends tes 2 numéros. Et ensuite, il est aux enfants. Et alors, justement, je me retrouve encore à galérer un petit peu, mais je rentre à Paris et je fais du cabaret. Alors, comme jongleur, je pouvais faire du cabaret, c'est pas de problème. Et un matin, rentrant du cabaret, c'est très bizarre, parce que j'ai ça en tête merveilleusement bien, je prends un bouquin que je me mets à lire, et qui n'est autre que la vie de Groucho-Marx. Groucho par Groucho, chez Artaud. Et c'est mon livre de chevet. Hein. Et ce livre, je ne l'avais jamais ouvert. Je me mets à le lire, et je passe 1h30, plié en 4, à lire ce bouquin. Et là, j'avais pris l'appartement d'un copain, donc j'avais le téléphone. Parce que on n'avait pas les portables encore. Hein. Et au matin, du moins, j'ai le téléphone qui sonne, et c'est encore Lucien Gavinet, qui me dit, allô, bon, tu vas noter ce numéro tout de suite, parce qu'il parlait comme ça, hein, il ne prenait pas des gants, lui, hein, c'était formidable. Alors, tu prends ce numéro de téléphone, c'est, je ne sais pas si tu connais, c'est Christophe Isard. Oh, je dis, mais oui, je connais. Bien sûr, je regarde l'émission, elle va très bien, elle marche très bien, tout ça. Oui, ben, on va. Alors, il cherche un gars qui sait faire plein de choses, jongler, faire de l'équilibre, de l'acrobate, voilà, pour une nouvelle séquence qu'il veut mettre dans l'émission. Ah, boum. Alors, tu l'appelles, il attend ton appel. Et voilà. Et il raccroche. Et l'île aux enfants, il faut savoir, au départ, c'était un bouche-trou, le complément d'une émission qui s'appelait Sesame Street, et que Casimir, qui a été inventé, c'était au départ un perroquet ou un kangourou, et il en a fait un enfant dinosaure. Absolument. Et donc vous arrivez chez Christophe Isard, et vous allez passer dans l'île aux enfants, mais pas comme bouche-trou, mais comme personnage permanent, oui, Bobos. Mais il y a une chose extraordinaire aussi qu'il faut savoir, c'est que on m'auditionne.
Christophe Izard me prend au téléphone, parce que c'était merveilleux, parce que je fais le numéro et je tombe sur Christophe Izard, que j'avais vu à la télé, je connaissais un peu la voix, donc de ce fait. Et il me dit, mais Lucien, il va un peu vite, là, bon, moi, je n'ai pas encore tout préparé. Bon, bah écoutez, appelez ce monsieur, là, et puis, voilà, un téléphone, vous l'appelez, et vous verrez avec lui, c'est lui qui est en charge de la production. Voilà. J'appelle l'autre monsieur qui me dit « Ah ben oui, il est marrant, mais moi je ne sais pas encore. » Bon, alors, on vous rappelle. On me rappelle, on me dit « Bon, il faut auditionner. » Et j'ai auditionné dans un bureau de 2 mètres sur 3, quoi, devant des secrétaires qui étaient en train de taper à la machine. Et j'étais arrivé avec 2-3 valises pleines de gags, plein de trucs. Et j'ai auditionné devant 3 personnes. 3 personnes. Une personne de Télécyp, une personne de Vélocapi et une personne mais pas Christophe Izard, mais de la production. Alors, j'ai fait tout cela, et ils m'ont arrêté en cours de route. Ça va, ça va. Je dis, mais j'ai pas fini. Ah non, mais ça va, c'est bon. J'ai dit, bon, bah, allez, c'est bon, à la poubelle, quoi. Et puis, un mois après, on m'appelle, monsieur Nourri, donc de la production, me dit, bon, alors, c'est vous qui êtes choisi, on tourne la semaine prochaine. Je dis, bah, il me dit, oui, les sketchs qu'on vous avait dit que vous deviez faire à titre pédagogique, avec un message pédagogique. Je dis, oui, mais il me dit, vous n'avez rien fait? Je dis, je ne savais pas si j'étais pris, alors je ne pouvais pas le faire. Bon, vous êtes pris? Je dis, oui, mais alors moi, j'ai des animations commerciales, des gags, des galas, des choses. Il me dit, je ne m'inquiète pas, je vais trouver des copains pour me remplacer. Il me dit, non, faites-les, on va repousser les dates. Et on a repoussé les dates. Et on a enregistré tout ça dans la nature, dans un studio au début, rue de Lourmel. Et puis, une fois que ça a été enregistré, c'est parti pour être présenté à Christophe Izard. Et au bout de quelques temps, j'appelle pour savoir où c'en était, et on me dit que Christophe Izard a refusé, il n'en veut pas. Beau le coup, hein. Oui. Ah là là, j'étais en panique là. Voilà. Entre-temps, j'avais réussi à trouver une maison de disques pour sortir 2 titres. Et le disque était tiré. Et j'avais annoncé que j'allais passer dans l'île aux enfants. C'est pour ça qu'il m'avait pris chez Hades Productions. J'ai lu chez Hades. Ouh là là, j'étais vraiment mal là. Et il me dit, mais attendez, on va faire une chose, on va remonter les sketchs, il les trouve trop longs, il voulait plus de mimes, c'est un peu trop riche en gags, les messages sont un peu trop estompés au niveau de la pédagogie. Mais il me dit, on va voir, on va lui représenter, on verra. Et on lui a représenté quelque temps après, et il a accepté de les passer. Et ça a changé votre vie, Clown Bobos, parce que régulièrement, on vous a vu à la télé avec des sketchs essentiellement musicaux. Vous ne parliez pas, ou c'est bonsoir ou bonjour. J'ai glissé dans ces sketchs tout ce que je connaissais de gags et que je pouvais revisiter ou adapter à un message pédagogique. Voilà. Donc, c'était... Mais ça a changé votre vie. Pour toute une génération, le Clown Bobos, c'est celui qu'on voyait dans l'île aux enfants. Oui, et puis j'ai eu une bonne idée, parce que je n'étais pas au générique. Et j'ai eu l'idée, quand j'ai signé le contrat, j'ai dit, voilà, je tiens à préciser que je garde mon apparence de clown, hein, oui. Mon costume et ma silhouette. Et mon maquillage. Ils m'ont dit non, pas de problème. Pas de problème. J'ai dit, voilà, je porte un t-shirt et il y a mon nom dessus, le t-shirt, sur la poitrine. Alors, est-ce que ça pose un problème? Parce que moi, j'y tiens, comme il n'y a pas de générique. On m'a dit, non, pas de problème. Donc, ça a fait que, tout de suite, on a retenu le nom de Bobos. Et tout de suite, j'étais au générique. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que chaque semaine, il fallait faire quelque chose de différent, que ce soit musical ou autre, car un clown doit savoir tout faire. Il a fallu tout apprendre pour vous. Parallèlement, un clown, ça travaille tout le temps. Parallèlement à des spectacles que je faisais, j'améliorais les sketchs, je cherchais des idées. C'est pour ça que j'ai cherché des idées de personnages, de changer les personnages. Et puis, j'ai travaillé des instruments. Et je n'avais pas été formé pour ça, véritablement. Il a fallu apprendre la musique. Heureusement, je travaille à la feuille, comme on dit. Donc, tout à l'oreille. Donc, j'ai appris à jouer du saxo, je joue du sopranino, du saxo alto, du ténor, je joue un peu tous les saxos. Un peu de clarinette, je joue du concertina, je faisais un peu de guitare. Donc, mais le clown fait tout ça en même temps. Oui, il faut pouvoir... Et il faut se débarrasser quelquefois de préjugés
obligé, foncez là-dedans, et puis il faut avoir un matériel. Et quelquefois, quand il y a des spectacles de Noël à une époque, il fallait se balader avec ce matériel dans le métro et grimer. Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque, moi je l'ai pas trop connu ça, mais il y a eu une époque où vraiment les clowns, parce qu'il y avait beaucoup de galas, mais vraiment beaucoup de galas, et donc il y avait des spectacles le matin, il y en avait l'après-midi, et ça allait jusqu'à... Des fois il y en avait 3 dans l'après-midi, et pour aller vite, ben, il fallait pas prendre la voiture, c'était pas possible. Parce que c'était la folie dans Paris déjà. Hein. Et donc, ils prenaient le métro. Et avec le costume, alors et bien souvent là, il faisait des sketchs où il n'y avait pas trop de matériel encombrant, hein, pour pas. Mais s'ils étaient 2, 3 personnages, il y avait les enfants qui venaient aider, qui portaient les bagages un petit peu. Oui, mais on voit encore aujourd'hui, pendant les vacances d'été, des clowns sur les plages qui font leur numéro avec leur petite valise. Tout ça est à chaque fois presque original et difficile à faire. Ben, c'est-à-dire, on s'adapte au lieu que l'on va, sur lequel on va se diriger. Par exemple, pour la tournée de la Piste d'Or, j'avais eu l'idée, comme j'allais arriver sur une grande piste, d'arriver avec un triporteur, avec mes assiettes dans le triporteur, pour que j'ai trafiqué aussi, parce qu'à la fin, je tombais dans le triporteur, le couvercle se refermait, j'avais que la tête qui dépassait, vous voyez. À chaque fois, c'est une invention permanente. Ah ben oui, parce que je voulais amener autre chose, quoi. Mais tout clown a son invention permanente. Ah ben oui. Là, je me suis inspiré pour un sketch que j'avais fait justement pour un gala de la presse aussi, et où chez moi, on n'en voulait pas. Je l'avais préparé, ce sketch, et j'avais appelé la roue de l'infortune. Ah, oui, bon, parce que je m'inspirais d'un jeu télé. Et donc, de la roue de la fortune à l'époque, qui marchait très fort. Et je monte ce sketch, il y avait une cabine, je fais un système avec une roue qu'on tourne ici et là, je fais un thème pour ce truc-là, et il me dit, oh non, parce qu'il faut quelqu'un dans la cabine, il faut quelqu'un qui vienne, et qui revienne sur la piste, qui parte, c'est trop de tracas, moi j'ai pas le temps, il faut que je me change, j'ai mon numéro, j'avais pas assez de monde pour le faire. Et puis, est-ce que ça va marcher? Bon. Et on me propose de faire le gars de la presse. Et là, je dis, c'est peut-être l'occasion. On me dit, ah non, pas de clown. Ah, je dis, mais attends, je dis à Michel Barbier, je dis, écoute, Michel, tu sais, ça va pas ridiculiser les personnes. Il faut savoir que le gala de la presse était des galas pour les journalistes, avec des journalistes qui faisaient un numéro de clown, organisé par Michel Barnier. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que je fais? Je propose le sketch de la roue de la fortune. Et elle me dit oui. J'ai dit, moi, je me mets dans la cabine, parce que c'est le boulot où il faut être précis. Et je lui dis, le reste, ils seront pas ridicules. Et on fait le sketch comme ça. Et le sketch a marché super. Comme quoi tout est possible. Voilà. On va continuer à parler de tout ça avec une autre date, le 12 avril 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec le clown Bobos. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, le clown Bobos, clown de l'île aux enfants, et qui publie Au commencement était le clown. C'est sorti le 12 avril 2021 aux éditions Domino. Vous racontez votre parcours, mais vous racontez aussi le monde du cirque, parce que le monde du cirque, c'est votre vie. C'est un monde que tout le monde connaît, sans vraiment le connaître finalement. Pour bien le connaître, il faut aussi y être baigné dedans, hein, parce que si on ne connaît pas les gens de cirque intimement, on ne peut pas savoir la richesse qui est en eux. C'est-à-dire que le monde du cirque, en général, ce sont des familles, Bouglione, Medrano et autres. Absolument. Russes. Absolument. Maintenant, il y a des directeurs de grands cirques qui sont aussi de merveilleux artistes. Vous allez chez Bouglione, vous savez, il y a une grande fierté de présenter d'excellents numéros. Hein. Oui, d'accord, mais vous n'êtes pas dans une famille de cirque au départ. Et non. Alors, il faut déjà commencer par des cirques de taille moyenne, et puis se faire remarquer. Et se faire remarquer, vous savez, avec un numéro de jongleur, par exemple, il y en avait déjà des jongleurs avant moi. Hein, oui. Et donc, il faut faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et à un moment, bien, je me suis mis même en cabaret à parler en jongleur.
Euh, tout en jonglant, je parlais, et c'était la différence. Seulement, quand vous parlez et que vous êtes jongleur, vous vous privez de spectacles où on ne veut pas qu'on parle. Et donc le cirque. Au cirque, vous ne pouvez pas parler vraiment, à part les clowns qui peuvent s'exprimer un petit peu. Alors, justement, dans ce livre, vous évoquez votre parcours, mais quand vous dites au commencement était le clown, c'est-à-dire que le clown, c'est un art particulier, et le cirque, c'est un monde particulier, c'est un tout. Absolument, absolument. Et puis, un exemple qui est formidable, c'est Roger Lanzac. Roger Lanzac, Marcel Faure, des gens qui se sont frottés aux gens de cirque, qui les côtoyaient, mais vraiment intimement, qui mangeaient avec eux, qui blaguaient avec eux. Ça, on ne le voit plus véritablement avec les présentateurs de l'époque. Donc eux, ils étaient dans le bain, ils savaient de quoi ils parlaient. Oui, parce que justement, Roger Lanzac, on le connaît par Télédimanche, par la piste aux étoiles qui ont marqué les années 50, 60, 70. Mais c'est vrai que moi, j'en reviens au monde du cirque parce que chaque fois que j'ai vu des familles de cirque, on transmet les secrets de père en fils. C'est assez étonnant. Ben, c'est-à-dire que la transmission, elle se fait dès le plus jeune âge. Moi, j'ai pas eu cela, mais comme je me suis retrouvé l'hiver, en tant que forain, sur les mêmes terrains de parking, si je puis dire, ou de terrain vague, où se remisaient des cirques, les gamins de cirque et moi-même, nous jouions à faire des numéros de cirque. Et c'est ça qui m'a donné le goût. Et oui. C'est comme ça que j'ai été dans le bain. Et après, quand vous arrivez dans le monde du cirque en tant qu'artiste, et que les gens du cirque, proprement dit, qui le font vivre, qui le montent, qui le démontent, qui le font tourner, qui sont les directeurs, mais aussi des artistes, sentent que vous êtes fait du même bois. Oui, mais en même temps, ça passe bien. C'est une rigueur de travail énorme. Ah oui. C'est aussi un caractère éternellement enfantin. Ah, enfantin, oui, on aime bien rigoler, mais il faut garder une âme d'enfant. Moi, je suis un vrai môme encore, oui. Actuellement. Oui, mais en même temps, c'est comme ça que le clown, le véritable clown, est quelqu'un qui reste un enfant, un poète toute sa vie. Car il y a de la poésie dans le clown, ce que vous expliquez dans ce livre. Ben, il faut garder cela. Parce que si on ne se rappelle pas de ce que l'on était quand on était gosse, on ne peut pas bien donner aux enfants que l'on a en face de soi quelque chose qui puisse être compris par eux. Et c'est tout bête. Alors vous évoquez dans ce livre, Bobos, Achille Zavata, qui est une légende du clown. Achille, je l'ai croisé. Je n'avais pas encore véritablement débuté dans le métier. Et je ne savais pas que quelques années après, je me retrouverais à ses côtés et que l'on serait des copains, quoi. Mais en quoi était-il exceptionnel ? Ah, parce que c'était un personnage fabuleux. D'abord, issu du monde du cirque, véritablement. Donc, il avait fait de l'acrobatie. Il avait été un peu jongleur. Il avait dressé les fauves. Il avait touché à tout. Sauteur à la bascule. Du reste, il a été rendu célèbre grâce à une émission tristement célèbre d'une piste aux étoiles le soir où le barrage de Malpasset a cédé et que l'on n'a jamais su à la télévision dans cette région-là si Achille Zavata avait réussi à sauter par-dessus les personnes ou les chevaux qui étaient en piste alors qu'il présentait ça de façon rigolade. Ça a été le clown français. Pourtant. Mais ça a été le clown français qui a le plus réussi aux États-Unis. Il est allé jusque-là. Ah oui, mais c'est un personnage extraordinaire. Mais c'est une autre époque. Vous voyez, il se permettait, parce que c'était possible. Il arrivait sur une émission de télévision qui était en train de se tourner. Il arrivait, bonjour, salut, il rentrait. Maintenant, vous ne pouvez plus faire ça. Vous avez 14 barrages à passer avant d'arriver sur le plateau. Oui, mais en même temps, les émissions de télévision de cette époque-là n'existent plus. Aujourd'hui, le cirque est très mal représenté à la télévision. Très, très mal. Et on nous oublie surtout. Merci de nous recevoir. Mais justement, merci. On vous oublie pourquoi ? Parce que les clowns ne sont pas rentables à la télévision ? Non, parce qu'il y a eu du galvaudage. Il y a eu des choses qui ont été galvaudées. Il y a aussi une arrivée de comiques qui ne sont pas des clowns, mais qui, pour briller un petit peu, et parce qu'on leur donnait la possibilité de briller sous les caméras, sous les feux de la rampe, de se moquer des clowns, le ridiculiser. Pour eux, le clown, c'est une tarte à la crème, assis, il y a un coup de pied derrière, et on tombe le derrière dans un bac d'eau. Non, c'est pas ça, les clowns. C'est pas que ça.
par exemple, pour l'île aux enfants, j'y ai fait des sketchs adaptés à l'émission. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais en piste. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais en piste pour les enfants ou pour un tout public venu au cirque ou pour des soirées événementielles ou pour des séminaires d'entreprise, comme je fais régulièrement. Voilà, mais justement, il y a les J'adapte mon personnage. Les arbres de Noël aujourd'hui, malheureusement avec la pandémie, ils ont disparu, alors qu'il y en avait beaucoup, et on espère qu'ils vont revenir. Mais il y a encore des cirques dans les stations balnéaires pour l'été, qui sont des familles, qui sont 5, 6 et qui perpétuent la tradition. Oui, et ils ont beaucoup de mal à pouvoir exister. Pourquoi ? Pour les emplacements. Parce que, en plus, maintenant, il y a une polémique avec les animaux, et on leur interdit, les maires interdisent la venue de cirques avec animaux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que, personnellement, chaque fois que nous avons eu chez nous, au Cirque Franconi, des animaux, c'était des artistes qui venaient, et c'était bien souvent des artistes qui étaient de passage à Paris, puisque nous, on a fait 21 ans dans le parc de Saint-Cloud, quasiment. Vous aviez un cirque, le Cirque Franconi. Alors, ils venaient pendant une période chez nous, mais ils venaient des fois d'un cirque très important en Allemagne ou en Italie, et c'était des gens sérieux. Des gens sérieux. J'ai eu des faux, j'ai eu des tigres, j'ai même eu des crocodiles. Bon, c'était les animaux. Il y a une chose qui m'énerve un petit peu quand j'entends parler de ça, c'est que on ne peut pas demander à un animal, quel qu'il soit, de faire quelque chose s'il le refuse. Et on aura beau prendre un bâton, et taper autant qu'on voudra dessus, s'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas. C'est une question de prédisposition. C'est comme des gens ont des prédispositions pour la musique, et d'autres non. Vous pourrez leur mettre un instrument et leur donner des cours pendant des heures et des années, ils ne sortiront rien d'un instrument. Voilà, le plus simple possible. Oui, mais vous sortez beaucoup d'un instrument et aussi de votre voix. Écoutez ceci. Clic, clic, clac, de zig et de zag, et zim et zoom, badibadaboum. Clic, clic, clac, de zig et de zag, et zim et zoom. Ça, c'est le Clown Bobos qui chante et clique et claque, car vous avez fait aussi des disques pour les enfants. Alors ça, c'est le deuxième disque que j'ai sorti. Parce qu'il s'est passé encore une chose extraordinaire, parce que je vais au charbon, comme on dit. Dès que j'ai su que j'allais faire l'île aux enfants, j'ai dit pourquoi pas faire un disque. Comme entre-temps, j'avais donc fait des tournées avec mon Roger Lanzac, et qui avait pour ami intime Billy Nancioli, Samsung, un personnage de télévision aussi, et Billy avait sorti une chanson extraordinaire qui s'appelle Monsieur Chaplin, parce qu'on avait une passion commune tous les deux, c'est Chaplin. Et comme vous, Pierre Dac. Et donc, Chaplin, c'était notre vraiment point de ralliement. Et il s'est passé une chose. Juste avant de partir en tournée avec Spirou, quelques mois avant, je faisais du cabaret à Paris. J'arrive dans un cabaret où il y avait une chanteuse qui chantait « Monsieur Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, Charlot pour les intimes ». Je trouve cette chanson merveilleuse. Dès qu'elle est passée, je dis « Dis donc, qui c'est qui a chanté cette chanson, qui a fait cette chanson, elle est superbe ». Et elle me dit son nom, que j'oublie. J'arrive sur la tournée, et pendant les répétitions, le jour avant de débuter, il y a un gars qui monte sur le podium avec un banjo et qui commence « Monsieur Charlie Chaplin ». Ah, super. Et c'est comme ça que c'est né. Ah là là. Alors, dès qu'il a fini la répétition, je vais le voir. Je me suis dit, c'est super cette chanson. Tu sais, je l'ai entendue chanter par une fille cet hiver. C'est qui a fait la chanson déjà ? Il me dit, c'est moi. Et voilà. Billy Nancioli, avec qui j'ai fait. C'est lui qui a fait la musique là. Une partie de musique. Et puis vous avez travaillé, je crois, Bobos, avec Serge Gainsbourg pour un film. On voit une photo de vous avec Gainsbourg, un film Cannabis. Ça, c'est assez étonnant. Ah oui, ça c'est étonnant. Parce que, vous voyez, j'étais prêt à faire plein de choses. Et comme j'aime manipuler les revolvers pour faire le cow-boy, depuis toujours, lancer le couteau, tirer à l'arc, on cherchait un gars qui savait manipuler les revolvers. Ça tombe qu'on me le propose, je dis OK. Et je ne savais pas que j'allais me retrouver avec Serge Gainsbourg. Et je me retrouve donc dans rue Henri Martin, dans une superbe villa que l'on a détruite juste après le film, du reste.
avec Serge Gainsbourg, à qui je devais apprendre à manipuler les revolvers pour qu'il n'ait pas l'air trop ridicule dans le film. Voilà. Et c'est un film où il était très amoureux de Jane Birkin, une sombre histoire. Il était un gangster qui rencontrait une jeune fille de diplomate. Et d'ailleurs, c'était un film passionnant parce qu'il y avait la vraie passion entre Gainsbourg et Birkin à leur début. Ils ne se quittaient je pas. voyais arriver Jane le matin, parce que j'ai tourné plusieurs jours, avec pas tourné, puisque je donnais des cours, je le coachais. Donc je voyais Jane arriver avec son sac en raffia, là, énorme. Donc elle était toujours, comme on l'a connue à cette époque-là, merveilleuse, quoi. Et j'ai une petite anecdote, je peux en parler maintenant, parce que c'est un truc qui m'avait épaté énormément. Il venait d'enregistrer Melody Nelson. Johnson. Et un matin, dans cette villa, je me rappelle, il y avait, dans le couloir, il y avait même un ascenseur dans la villa. C'était pas une maison, c'était une maison, c'était pas un immeuble. Et il y avait un ascenseur. Et dans le couloir, là, près de l'ascenseur, on était là tous les deux. Et il y avait le téléphone, non pas portable, mais de la maison. Il le prend et il téléphone. Et vous savez à qui il téléphonait ? Non. À son banquier. Et vous savez ce que faisait Serge ? Non. Il était en train de dire à son banquier: ben oui, mais vous inquiétez pas, ça va être couvert. J'ai les droits d'auteur de Melody Nelson qui vont arriver. Et il était tout gentil pour séduire son banquier. Et ben voilà, il est ensuite entré dans la légende, n'a pas eu de problème de banque. Oh non, dans les années qui ont certainement pas. Ce livre, donc, ça s'appelle Au commencement était le clown, c'est aux éditions Domino, à cadeau de Noël peut-être. Et puis, continuez à faire du cirque, continuez à être clown, parce que je crois que c'est votre âme d'enfant éternelle. Alors, j'espère, parce qu'il faudrait que je vous dise quelque chose, c'est que la vie n'est pas un fleuve tranquille, toujours, même pour moi, surtout, et ça continue. Et je suis actuellement dans un parc qui est depuis 10 ans, le parc de loisirs de Torcy. Et le parc de loisirs de Torcy vient de changer de direction. Ouais. Et la direction qui est responsable de ce parc va le transformer en base nautique haut de gamme, paraît-il. Et donc, on ne savait pas quoi faire de moi. On m'a même proposé d'aller me mettre de l'autre côté du parc, dans un lieu à peu près sauvage, mais il fallait 500 000 € pour l'aménager, pour me recevoir. Je les ai pas parce que c'était moi qui devais payer. Alors, donc on m'a dit mais on m'a prévenu, il n'y a qu'un mois et demi qu'il fallait que je parte rapidement. Ouais. Et en plein hiver, et avec un lourd matériel qui est installé depuis 10 ans. Tout ce que je souhaite, c'est que celles et ceux qui nous écoutent aient un lieu à vous proposer pour ce parc. Bah oui, même une personne qui est propriétaire d'un domaine, qui a envie d'accueillir un lieu festif et ludique. Voilà, parce que notre lieu est un lieu à mi-chemin du grand cabaret du cirque et de loisirs, de loisirs festifs. L'appel est lancé, et si ça marche, ce sera notre cadeau de Noël de Sud Radio que nous vous aurons offert. On rigole chez nous, surtout, on vient s'amuser. Continuons à nous amuser. Merci Claude Bobos. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Jacques. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.